Bonjour Odette. Bonjour Jasmine. L'homme dans la nature, une faiblesse originelle? Qu'est-ce qui pousse les hommes à devenir cultivateurs, et plus généralement transformateurs des choses et d'eux-mêmes? Lucrèce, Montaigne et Kant explorent ici sous des angles différents l'idée d'une misère naturelle des hommes. Est-ce cette misère qui pousse l'homme vers la culture? Est-ce au contraire la richesse, presque excessive et peut-être providentielle de nos dispositions naturelles? Mais puisque tous ces principes, de mille manières ébranlés par les chocs, emportés par leur poids, depuis un temps infini n'ont cessé de se mouvoir, de s'unir en tous sens, de tenter toutes les créatures que leur combinaison était capable de former, il n'est pas étonnant qu'ils soient aussi tombés en désordonnance, et pris des mouvements comme ceux qui forment et renouvellent notre monde. Même si j'ignorais la nature de ces principes, d'après le système du ciel et bien d'autres choses, j'oserais soutenir que le monde ne fut pas créé divinement pour nous, si grand est son défaut. De l'espace que l'immense élan du ciel englobe, les montagnes, les forêts pleines de fauves occupent une part dévorante, les rocs, les marais désolés, la mer qui largement sépare les rives terrestres. Près des 2/3 sont en outre soustraits aux mortels par la chaleur torride et les gelées constantes. Ce qui reste de champs, la nature le couvrirait de broussailles si l'homme à sa force ne résistait et pour vivre ne gémissait sur la lourde charrue à labourer la terre, à peser toujours sur le soc, si, retournant à la charrue les glèbes exposant d'œufs fécondes, ameublissant le sol, nous ne les faisions éclore, les germes seuls ne pourraient surgir dans l'air limpide. Parfois même ces fruits que tant d'efforts promettent, quand par le monde enfin tout reverdit et fleuri, le soleil éthéré les brûle d'excessive ardeur, les averses brusques, le grésil les ravagène, les vents en leurs trompes sauvages les entraînent, et l'engeance redoutable des animaux féroces ennemis du genre humain sur la terre et les mers. Pourquoi la nature la nourrit-elle? Pourquoi les saisons portent les maladies? Pourquoi rôde la mort précoce? Et l'enfant, comme un marin par les flots cruellement rejeté, il gît par terre, nu, incapable de parler, sans secours pour vivre. Des corrives du jour la nature en travailleur du ventre maternel la vomit. De vagissements lugubres il emplit l'espace, juste plainte quand la vie lui réserve tant de mots. Les divers animaux, bétail et fauves, grandissent, mais ils n'ont pas besoin de hocher ni des soins d'une tendre nourrice au babil caressant, de vêtements variant au gré des saisons, d'armes enfin, ni de hauts remparts ils n'ont besoin pour défendre leurs biens, la terre, la nature inventive enfante pour eux toutes choses à foison. Nous reconnaissons assez, en la plupart de leurs ouvrages, combien les animaux ont d'excellence au-dessus de nous, et combien notre art est faible à les imiter. Nous voyons toutefois au nôtre, plus grossier, les facultés que nous y employons, et que notre âme s'y sert de toutes ses forces. Pourquoi n'en estimons-nous autant d'eux? Pourquoi attribuons-nous à je ne sais quelle inclination naturelle et servile les ouvrages, qui surpassent tout ce que nous pouvons par nature et par art? En quoi, sans y penser, nous leur donnons un très grand avantage sur nous, de faire que nature, par une douceur maternelle, les accompagne et guide, comme par la main, à toutes les actions et commodités de leur vie, et qu'à nous elle nous abandonne au hasard et à la fortune, et accueille par art les choses nécessaires à notre conservation, et nous refuse quand et quand les moyens de pouvoir arriver, par aucune institution et contention d'esprit, à l'industrie naturelle des bêtes, de manière que leur stupidité brutale surpasse en toute commodité tout ce que peut notre divine intelligence. Vraiment, à ce compte, nous aurions bien raison de l'appeler une très injuste marâtre. Mais il n'en est rien, notre police n'est pas si difforme et déréglée. Nature a embrassé universellement toutes ses créatures, et n'en est aucune qu'elle n'est bien pleinement fournie de tout moyen nécessaire à la conservation de son être, car ces plaintes vulgaires que joie faire aux hommes sont fausses, il y a en la police du monde une égalité plus grande et une égalité plus uniforme. La nature a voulu que l'homme tire entièrement de lui-même tout ce qui dépasse l'agencement mécanique de son existence animale, et qu'il ne participe à aucune autre félicité ou perfection que celle qu'il s'est créée lui-même, indépendamment de l'instinct par sa propre raison. En effet, la nature ne fait rien en vain, et elle n'est pas prodigue dans l'utilisation des moyens pour atteindre ses objectifs. En donnant à l'homme la raison et la liberté de volonté fondée sur cette raison, elle indiquait déjà clairement son but en ce qui concerne la dotation de l'homme. Il ne devait pas être gouverné par l'instinct, ni secondé et informé par la connaissance innée, plutôt, il devait tout obtenir par lui-même. Le soin d'inventer ses moyens d'existence, ses vêtements, sa sécurité et sa défense extérieure, pour lesquels elle ne lui avait donné ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, ni les crocs du chien, mais seulement des mains. Toutes les distractions qui peuvent rendre la vie agréable, son intelligence, sa sagesse même, et même la bonté de sa volonté, devaient être entièrement son œuvre. La nature semble même s'être livrée ici à sa plus grande économie, et avoir mesuré sa dotation animale aussi courte que possible et aussi précisément que possible selon les besoins les plus pressants d'une existence à ses débuts. Comme si elle voulait l'homme, en
sortir de la grossièreté la plus primitive pour s'élever à la technique la plus avancée, à la perfection intérieure de ses pensées, et, dans la mesure où cela est possible sur la terre, par là à la félicité, doit porter absolument seul tous les